on ne peut pas comprendre le procès de Nuremberg, des médecins de Nuremberg, si on ne connaît pas l'histoire des expérimentations médicales. Puisque, en fait, globalement, pour faire très court, le procès des médecins de Nuremberg, c'est le procès des expérimentations médicales réalisées dans les camps de concentration, et en particulier, alors pourquoi pas tous les camps? Parce qu'en fait, c'est un procès qui va avoir lieu sous juridiction américaine pour tous les crimes qui ont été réalisés dans la zone américaine. C'est-à-dire que finalement, au cours du procès, à part on va évoquer Auschwitz à une seule occasion, mais finalement, il y a un grand absent. On ne parle pas de Mengele, puisque Mengele est l'auteur de crimes qui ont été réalisés à Auschwitz, qui à l'époque se trouve sous juridiction soviétique. On va parler de procès, de crimes qui ont eu lieu au Struthof, qui sont en Alsace, qui sont sous juridiction française, mais finalement, c'est surtout des crimes qui ont été réalisés sur la zone américaine, et c'est un procès réalisé selon les critères de la juridiction américaine. C'est-à-dire qu'il y aura, on le verra tout à l'heure, il y aura un juge américain, une accusation, enfin c'est le modèle juridique américain, ce n'est pas le modèle juridique allemand, ni le modèle juridique français. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que depuis, dans la tradition hébraïque, il y a un caractère sacré de la personnalité humaine, et Abraham l'avait bien insisté sur cette notion, on doit substituer l'animal à l'homme pour tout sacrifice, et en fait, pour Moïse, c'est tu ne tueras point, et c'est le principe qui va guider en fait la morale judéo-chrétienne. Alors, les expérimentations, la plus vieille expérimentation dont j'ai entendu parler, c'est celle qu'a réalisée un médecin chinois qui s'appelait Chen Nong au 36e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a quand même beaucoup de... il y a presque 5000 ans, qui aurait étudié sur lui-même les effets des poisons et des contrepoisons, puisqu'on sait qu'à l'époque, les poisons intéressent énormément les médecins. Une autre expérimentation intéressante montre, alors ça c'est vraiment la première expérimentation, c'est le roi Akoka qui souffre d'une maladie très grave. Il a une femme qui veut savoir pourquoi son mari est malade. Donc elle regarde au sein du royaume des personnes qui présentent les mêmes troubles que son mari. Elle prend cette personne, elle le fait tuer. On dit qu'elle examine l'estomac, qu'elle trouve un parasite, qu'elle met en contact avec le parasite différentes substances et qu'elle voit que l'oignon permet de tuer le parasite qu'elle avait extrait sur le corps de la personne qu'elle avait fait condamner à mort. Elle voit que ça marche, elle donne des oignons à son mari et son mari guérit. Voilà, ça c'est médecine chinoise, premier rapport d'expérimentation. Alors, chez les Assyro-Babyloniens, on sait qu'on utilise des esclaves pour l'expérimentation des drogues. Et dans la correspondance entre Azashardon et Abad Shun-Usur, on dit « Comme mon maître et seigneur me l'avait ordonné, je l'ai donné à boire à un esclave. Plus tard, le prince pourra lui-même le boire. » C'est les fameux goûteurs qui sont de tout temps. C'est une forme d'expérimentation, même si ce n'est pas vraiment. Alors, il faut savoir que, également, dans la Grèce antique, on se souvient que Mélampe, médecin d'Argos, en fait, il est confronté au problème des filles du roi Praetos qui étaient atteintes de folie. Et il leur donne de l'élébore blanc parce qu'il s'est aperçu que les chefs qui broutaient des champs dans lesquels il y avait de l'élébore blanc étaient rapidement purgés. Il voit que ça marche. Et alors Hippocrate, qui est le maître de la médecine occidentale, dit... en fait, émet ce principe que vous connaissez tous. Les maladies ont une cause naturelle et non surnaturelle, cause que l'on peut étudier et comprendre. Et il dit « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. » Alors on peut en parler pendant des heures et des heures, mais je ne suis pas un spécialiste d'Hippocrate, mais vraisemblablement, des gens ont dû... La soif du savoir, de la connaissance, ont dû pousser certaines personnes à essayer de comprendre pourquoi certaines personnes étaient malades et à faire des expérimentations médicales. Alors, je vous rappelle juste que Mithridate, qui était le roi du Ponte, a fait des auto-expérimentations, c'est-à-dire que la grande peur des rois, c'était de mourir empoisonné, donc que lui s'administrait des poisons à des doses progressivement croissantes, ce qui lui permettait d'avoir une tolérance, et qu'il a mis au point le Mithridaticum, qui est un mélange de 54
poison, qui est l'antidote universel. Donc là, exemple d'auto-expérimentation, et on verra tout à l'heure que même les médecins nazis ont fait des auto-expérimentations sur eux, c'est-à-dire que certains, et ça c'est aussi une des caractéristiques des médecins, c'est l'auto-expérimentation et son importance dans l'histoire de la médecine. Alors Galien, probablement, est au courant qu'il existe des expérimentations médicales, et il écrit, nous sommes au 120, enfin pratiquement un siècle après Jésus-Christ, dit « Les expériences sont dangereuses en médecine en raison de la matière sur laquelle elles s'exercent. Cette matière n'est pas du cuir, du bois, de la brique, c'est le corps de l'homme. » Autrement dit, il met en garde la réalisation d'expérimentations à tout va. Alors, tout le monde connaît Érasistras et Hérophile. Ce sont deux médecins qui faisaient partie de ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie, qui ont découvert, 14 siècles avant Harvey, le modèle de la circulation humaine, c'est-à-dire qui ont rejeté, enfin qui était à l'encontre de celui prôné par Galien. Et en fait, personne n'a tenu compte de leurs travaux, parce qu'on aurait gagné du temps dans la connaissance de la circulation humaine. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Cels, au 1er siècle avec Jésus-Christ, dit « On ne peut trop louer Hérophile et Érasistras, qui ont disséqué tout vif les criminels qu'ils avaient obtenus des rois, puisque par là, ces médecins sont venus à bout de considérer sur le vivant les parties que la nature tient cachées. Peut-on guérir un organe malade qu'on en ignore ce qu'il est ? Il n'y a donc point de cruauté à chercher dans le supplice d'un petit nombre de criminels des connaissances qui peuvent servir dans tous les âges à la conservation d'une infinité d'innocents. » Et là, c'est important. C'est la première notion où on dit, enfin, c'est la première référence littéraire où on dit pourquoi ne pas sacrifier des criminels pour des expériences médicales afin d'avoir des connaissances sur l'ensemble qui permettrait d'être bénéficiaire à l'ensemble de la société. Cette notion-là, elle va perdurer avec le siècle, on va le voir, et elle va exactement rester dans l'esprit des médecins allemands. Et donc, c'est intéressant de voir que... pourquoi, en fait, ce qui est intéressant, mais là, ça ferait l'objet en fait, d'un gros travail, c'est de comprendre l'évolution des expérimentations sur des corps vivants et de la dissection. Alors, je rappelle que Platon, Démosthène, plus tard, condamnent les dissections de cadavres, et Aristote réalise, en fait, lui, de son côté, des dissections d'espèces animaux, d'abeilles, d'éléphants, de taupes, de caméléons, et il s'oppose aux dissections de cadavres humains. Il estime que la mort dénature les organes, leur laissant un air de ressemblance, mais non de similitude avec ce qu'ils sont à l'état vivant. Et là, c'est là le problème, c'est-à-dire que pour ceux qui ont fait des dissections, il est vrai que je n'ai rien compris à l'anatomie quand je faisais... il a fallu, pour comprendre l'anatomie, que je voie des interventions chirurgicales réalisées sur des hommes vivants pour comprendre ce que c'était que le péridoine. Parce que impossible de comprendre l'anatomie, enfin, personnellement, sur des cadavres. Et donc, déjà, il y a des gens qui disent tiens, ça serait quand même intéressant, et ça, on est au cours de l'Antiquité, il y a des gens qui disent ça serait intéressant de voir ce qui se passe sur des cadavres vivants. Alors, Rufus d'Éphèse, qui est un grand médecin du 1er siècle après Jésus-Christ, dissèque des singes. Alors, il dit c'est dommage, on pourrait faire des démonstrations superficielles sur des esclaves vivants. Donc, vous voyez, on a cette volonté, cette soif de la part de médecins dont le but est de soigner, de réaliser des expérimentations, enfin des expériences, enfin des dissections sur des êtres non pas morts mais vivants. Alors Avicenne dit « Toute expérimentation ne sera concluante que si elle est faite sur le corps humain. Tester un médicament sur un lion ou un cheval ne prouve rien quant à ses effets potentiels sur les humains. » Et c'est vrai que dans la médecine arabo-musulmane, au cours de son grand essor, il y a des gens qui proposent de faire des expérimentations sur des condamnés à mort. Alors la Renaissance, c'est la période où on s'intéresse à l'étude du corps humain. Vous connaissez tous ces travaux importants, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1480, le pape Six IV autorise la dissection des cadavres humains. Et là,
on voit que Gabriel Fallope, avec les trompes de Fallope, on remet à Gabriel Fallope, en fait, un condamné à mort pour qu'il le tue à sa manière et le dissèque à sa guise. Vessal, on dit que la carrière de Vessal a été écourtée parce qu'il a fait une autopsie sur une femme qu'on estime, moi, être morte par une suffocation de matrice, mais qui n'était pas encore morte, comme l'a rencontré Ambroise Paré. Et puis Jacopo Berengario de Carpi, qui est un grand anatomiste, eh ben on l'accuse ni plus ni moins d'avoir disséqué des êtres humains vivants. Donc vous voyez ce désir d'aller sur le vivant, d'aller sur des êtres vivants. Alors, pour la petite histoire, quand on fait la première taille haute, c'est-à-dire en fait l'extraction des cailloux, à l'époque on avait beaucoup de lithiase urinaire, en fait on raconte que, je vous lis l'histoire, c'est une chronique de Jean de Troyes, le franc archer de Meudon présentait une pierre dans les reins comme le noble monseigneur de Beauclège, et laquelle ouverture et incision fut faite au corps du dit franc archer, et dedans celui qui se regardait le lieu de dicte maladie, et après qu'ils eurent été veuls, furent recousus et ses entrailles remises dedans. Donc on fait une intervention sur l'archer avant de le faire sur le fameux noble monseigneur de Beauclège. Donc là aussi, on fait d'abord sur une personne avant de le faire sur une personne nantie. Alors vous connaissez tous Henri II. Henri II, qui, sur l'équivalent de ce qui est aujourd'hui à l'endroit où se trouve la place des Vosges, a été blessé par une lance par le duc de Montgomery, alors qu'il faisait une joute. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'ai toujours pensé qu'il était mort sur le coup, mais pas du tout. Si vous regardez bien le rapport de l'époque, en fait, il a énormément souffert. Il présentait en fait probablement un hématome cérébral. Et on a appelé à son chevet les deux personnes qui étaient les deux plus grands médecins du royaume, Vessal et Ambroise Paré. Alors, la trépanation était un acte que tout le monde savait faire à l'époque, mais eux ne voulaient pas être considérés comme les responsables de la mort du roi Henri II. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à ce qu'on leur fournisse des cadavres de condamnés à mort pour pouvoir faire sur le cadavre, enfoncer le bout de lance pour voir sur une tête humaine quelle était la meilleure façon d'aborder la voie opératoire, etc. Et alors, on va sortir du royaume un certain nombre de condamnés, on va en zigouiller un certain nombre, de façon à leur apporter. Et alors, Ambroise Paré, il dit « On cognait avec force le tronçon de lance contre les dites têtes pour essayer de reconstituer la royale blessure. » Pendant ce temps-là, le roi agonise et finira par mourir. Vous vous souvenez tous de la fistule du roi Louis XIV. Le roi présente une fistule anale. Jusqu'à présent, on n'avait jamais opéré une fistule anale, que le roi survivra jusqu'en 1715, c'est-à-dire 29 ans après cette fistule qui, d'habitude, avait tendance à condamner inexorablement celui qui en souffrait. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'auto-expérimentation. Je vous rappelle que Anton Stark, en 1763, dont vous voyez en fait l'ouvrage, il dit, il étudie la ciguë, mais il a l'honnêteté, alors est-ce que c'est honnête ou pas? Oui, on peut le dire, d'étudier la ciguë, qui est un poison, non pas sur un patient, mais sur lui-même. Il dit « Je pris matin et soir un grain de cet extrait, en buvant par-dessus une tasse de thé. Je continuais la même dose pendant 8 jours. La semaine suivante, j'en augmentais la dose. Je crus alors pouvoir, sans blesser ma conscience, éprouver le même remède sur d'autres personnes. » Donc là, il y a un cheminement intellectuel qui est complètement différent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que là, il expérimente sur lui-même, il voit que ça marche, la ciguë à une certaine dose, donc il décide de faire le même traitement sur d'autres personnes. Voilà. Donc là, il y a la première conscience. 1747, James Lind fait la première expérimentation thérapeutique contrôlée sur des sujets humains. Ça, c'est considéré dans l'histoire de l'expérimentation médicale comme la première expérimentation. Nous sommes en 1747, les équipages des bateaux sont confrontés au problème du scorbut. Ils ont du mal à comprendre quel est le meilleur traitement.
Certains considèrent que c'est le citron, d'autres considèrent qu'il faut boire de l'alcool, d'autres qui considèrent qu'il faut prendre du vinaigre, d'autres qu'il faut prendre du vitriol. Et donc, il va prendre 12 marins qui souffrent de scorbut, il les divise en 6 groupes de 2. À l'un, il donne du cidre, à 2, il donne du cidre, à 2, il donne du vitriol, à 2, il donne de l'eau de mer, à 2, il donne une préparation magistrale recommandée par un chirurgien, et à 2, il donne des oranges et des citrons, et il prouve que les oranges et le citron est le meilleur traitement. Et désormais, ça sera le traitement. C'est intéressant. Vous savez, c'est la première étude contrôlée. Je vous en reparlerai la prochaine fois. La première étude, c'est Aston Hill, en 1946, qui est confronté à un problème. On vient de découvrir la streptomycine. Et il y a des gens qui disent, la streptomycine, c'est bien, mais on sait que la streptomycine, il y a des gens qui disent, non, il faut rester au vieux traitement qui est, devant une tuberculose, la réalisation d'un pneumothorax. Et donc Aston Hill décide de réaliser la première étude où on compare le pneumothorax à la streptomycine, et il montre clairement que la streptomycine est supérieure au pneumothorax. Et quand on pose la question pourquoi il a fait cette expérimentation, il dit je n'ai fait ni plus ni moins que faire sur des êtres humains ce qui est réalisé en agronomie dans des champs où quand on veut tester un pesticide, on prend une partie d'un champ, on met un pesticide, et l'autre, on ne met pas de pesticide. Voilà. Donc, il y a un début du raisonnement médical. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on voit la première variolisation, c'est-à-dire que pour lutter contre la variole, Lady Montagu, qui est la femme de l'ambassadeur d'Angleterre en Turquie, en fait, c'est qu'en en faisant des inoculations de variole, des variolisations sur des personnes, ça a évité la survenue de la variole. Alors elle revient en Angleterre, elle dit que c'est vraiment un traitement qui marche très très bien, et le roi George I décide en fait la réalisation d'essais, mais sur des condamnés à mort de la prison de Newgate, à qui on prenait la grâce si ils survivent. Ils vont survivre, et pour vous donner à peu près l'idée, c'est qu'il y a une femme qui a 18 ans, qui a été condamnée à mort, à qui on a inoculé en fait la variole pour vérifier que la variolisation ça marchait. On l'a fait dormir pendant 15 jours avec un enfant qui souffre de variole. On voit qu'elle n'est pas atteinte et donc on prouve que la variolisation est une méthode thérapeutique efficace pour éviter de contracter la variole. Jenner, lui, va réaliser en fait l'inoculation à un petit garçon qui s'appelle James Philip. Ça c'est l'image d'Épinal. Le contenu de pus prélevé à partir de la vaccine, donc c'était une maladie qui est proche, mais qui n'est pas la variole, mais qui est proche de la variole, qui touche en fait les fermières qui manipulaient, enfin qui traillaient des vaches, et il voit que finalement en inoculant la vaccine, on évite la variole. C'est la première vaccination antivariolique. À mon avis, on n'a pas demandé son avis à James Philip. À l'époque, on n'a pas encore les demandes. Alors, 19e siècle, on en arrive à Thomas Percival, qui en fait émet pour la première fois les règles méthodologiques dans les expérimentations. Alors, il faut comprendre qu'à partir du 19e siècle, on a le début de la médecine anatomoclinique, qu'on rejette les vieux dogmes jusqu'alors mis en place, et donc on dit, il donne 2 règles dans lesquelles il mettait en avant la rigueur, la compétence. Il dit, 1, avant de faire une expérimentation, il faut qu'il y ait un échec des méthodes thérapeutiques habituelles, et puis 2, il faut qu'il y ait une sagesse du médecin qui doit consulter au préalable des collègues informés. Alors je vous lis ce qu'il écrit, Thomas Percival. Chaque fois qu'un cas se présente pour lequel les moyens médicaux habituels sont appliqués sans succès, il est de l'intérêt public général, et en particulier de celui des pauvres, que de nouveaux remèdes et de nouveaux procédés soient envisagés. Mais dans la réalisation de cet objectif salutaire, l'homme de science doit être de façon scrupuleuse et consciencieuse, guidé par une raison saine, l'existence de cas antérieurs similaires ou dûment vérifiés, et aucun essai ne doit être entrepris sans l'avis préalable des médecins ou des chirurgiens compétents en la matière. Donc c'est la première fois où on émet en fait des règles éthiques avant les expérimentations médicales. Et
je crois que si vous devez retenir une personne, c'est William Beaumont. C'est intéressant. William Beaumont, c'est un type qui n'a pas fait d'études de médecine, qui a travaillé en fait avec un chirurgien. Il est américain et il va devenir chirurgien militaire à l'époque. Et et puis il s'intéresse à la physiologie. Il s'intéresse à la physiologie digestive. On est en 1822 et on lui amène à son cabinet. En fait, il va plutôt dans un espèce de foire, de cirque, et il voit une personne qui s'appelle Alexis de Saint-Martin, qui est un trappeur d'origine française, canadien, qui se produit dans les spectacles. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu une balle dans le ventre et la plaie s'est refermée, mais a laissé dans l'estomac un trou béant. Et donc, dans les foires, il ingère un bout de pain, un bout de pomme, n'importe quoi, et tout le monde regarde ce qui se passe dans l'estomac. Et lui, ce qu'il fait, il prend ce patient qu'il va prendre pendant des années, l'histoire elle est assez intéressante, il va lui payer, il va le rémunérer, et il va étudier sur lui la physiologie digestive. C'est-à-dire qu'il va étudier la durée, il va prélever du suc gastrique. C'est considéré comme le maître de la physiologie gastro-intestinale. C'est lui qui va comprendre le suc gastrique, le mécanisme d'action de l'estomac, le mécanisme. Et donc, lui dit, voilà, on peut faire une expérimentation, mais à condition que le patient soit, 1, rémunéré, 2, consentant. Alors, le code de William Beaumont, c'est le premier document réglementaire de recherche. Il dit que l'expérimentation est nécessaire, que l'investigateur doit être consciencieux et responsable, et qu'il doit avoir une approche méthodologique. Il dit qu'un consentement volontaire est nécessaire, avec une possibilité pour le patient d'interrompre l'expérience. Et il dit que l'arrêt d'expérimentation est nécessaire quand cela cause des problèmes physiques au sujet ou quand il est opposé. Donc vous voyez, il y a une sorte de progression, le droit du patient à disposer lui-même de lui-même. Alors on est en 19e siècle et là la médecine évolue de plus en plus avec beaucoup d'interrogations. On commence à s'interroger. Alors en expérimentation, je rappelle que John Hutter, qui est un grand médecin anglais, il y a des tas de... il a des statues, il y a des amphithéâtres, c'est considéré comme le grand médecin britannique. On a un problème, c'est qu'à l'époque, on a du mal à confondre. On confond en fait la syphilis et la gonococcie. Et donc, il fait des auto-expérimentations. Et puis surtout, il y a un problème. En 1797, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, Hunter qui fait une auto-expérimentation. Il a pris du pus d'une personne, du pus urétral d'une personne qui avait une gonococcie. Il se l'est inoculé au niveau du sexe et il a contracté à la fois une gonococcie et une syphilis. Et il dit, c'est la même chose. La syphilis, il y a à la fois une ulcération et à la fois un écoulement. Alors Bell, lui, il étudie en fait, il inocule du chancre syphilitique sur des étudiants en médecine courageux, comme il le dit. Alors là aussi, c'est facile pour lui parce que est-ce que les étudiants étaient vraiment consentants ou est-ce qu'ils ont fait ça pour faire plaisir au maître ? Et il dit, je ne pouvais certainement espérer de preuves plus propres à démontrer la différence du virus de la gonorrhée avec celui de la syphilis. C'est-à-dire que lui, il établit une différence. Et alors, Hernandez, un médecin français, il va au bagne de Toulon. Rappelez-vous ce fameux bagne dont nous parle Victor Hugo dans Les Misérables. Et il inocule la syphilis à plusieurs détenus du bagne afin d'en étudier la contagiosité. Donc, vous voyez, en fait, on ne s'embarrasse pas. C'est-à-dire que soit on fait des expérimentations sur des patients, soit parfois sur des condamnés. Alors, je crois que si on doit retenir quelqu'un qui a probablement été le premier qui a commencé à s'intéresser aux expérimentations, c'est la personnalité de Claude Bernard, qui met en place les bases de la physiologie moderne et qui dit
qui dit que finalement, il faut laisser libre cours à la conscience du médecin, du physiologiste. Il dit le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant, c'est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit. Le savant ne doit avoir de souci de l'opinion des savants qui le comprennent et ne tirer de règles de conduite que de sa propre conscience. C'est-à-dire, globalement, c'est lui qui décide ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et puis, s'il a des comptes à avoir, ben, il faut qu'il le demande à d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est lui seul qui est juge de sa conscience. Alors, je rappellerai deux choses. Rappelez-vous, si vous vous souvenez tous, du Pied-Bot que Charles Bovary opère. On ne demande pas l'avis de ce pauvre personne Hippolyte qui souffre d'un Pied-Bot. Alors, pour la petite histoire, on pense que Gustave Flaubert était le fils d'Achille Flaubert. Et Achille Flaubert était chirurgien à l'hôpital de Rouen. Et en fait avait réalisé une opération sur un Pied-Bot qui s'était terminée par une gangrène, comme dans le cas d'Hippolyte. Et donc on pense qu'il règle ses comptes. En tout cas, c'est l'exemple parfait. À aucun moment on voit un consentement du pauvre Hippolyte qui est contraint en fait de subir l'intervention. Alors Pasteur, l'image d'Épinal, c'est il prend le petit Joseph Mester, qui vient d'être mordu par un chien. On sait que dans la rage, quand vous êtes mordu, en fait, encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous vaccinez, ben vous arrivez à survivre. En revanche, à partir du moment où il y a les premiers signes de la rage, le pronostic vital est inexorablement condamné. Enfin, vous êtes condamné. Et alors là, on lui montre. J'étais arrivé à avoir. Alors, je lis un petit peu parce que c'est important. C'est le témoignage de Pasteur. J'étais arrivé à avoir 50 chiens de tout âge et de toute race, absolument réfractaires, lorsqu'impunément se présentèrent dans mon laboratoire 3 personnes arrivant d'Alsace, parmi lesquelles Joseph Pasteur, âgé de 9 ans, mordu cruellement le 4 juillet par un chien enragé. La mort de cet enfant paraissait inévitable. Avec l'avis des professeurs Vulpian et Crochet, je me décidai non sans de vives et cruelles inquiétudes de tenter sur Mester la méthode qui m'avait constamment réussi sur des chiens. Voilà, ça c'est la bonne expérimentation. L'enfant est condamné. Si on ne fait rien, il meurt. Il a fait une expérimentation sur l'animal qui s'était avérée positive. Pourquoi ne pas la réaliser chez l'enfant? Et c'est le succès, c'est Pasteur, c'est le grand bienfaiteur de l'humanité. Le problème, c'est que on a une lettre de Pasteur que les pasteuriens n'aiment pas qu'on ressorte, mais qui montre l'état d'esprit de Pasteur. Il écrit à Pedro II, l'empereur du Brésil, qui vient de le féliciter, je crois, pour ses travaux. Il dit « Si j'étais empereur, voici comment j'exercerais le droit de grâce sur les condamnés à mort. J'offrirais la veille de leur exécution de choisir entre la mort imminente et une expérience qui consisterait dans des inoculations préventives de rage. Si le sujet expérimenté restait indemne, il ne serait soumis qu'à une surveillance à vie. Le condamné à mort n'appréhende que la mort. » Et ici, il dit, en fait, ça reflète l'état d'esprit d'un chercheur mu par l'obsession de mettre le fruit de ses recherches au service de la population. Donc voilà, vous voyez depuis Galien, en fait, depuis Cels, depuis l'Antiquité, c'est ce souhait en fait de dire, tiens, finalement, pourquoi ne pas utiliser des condamnés, des prisonniers pour faire des expérimentations? Alors, au XIXe siècle, il y a quelque chose qui fait scandale. Vous avez Albert Neisser, qui prend 5 prostituées, 3 enfants qui n'ont pas été informés, et il dit, tiens, pourquoi ne pas leur injecter l'agent responsable de la syphilis? Il se dit, si j'injecte un extrait de sérosité de syphilis, je ferai une vaccination contre la syphilis. On est dans l'idée de la vaccination. C'est l'air du temps, hein, c'est la vaccination, pourquoi ne prend... Et là, c'est un scandale parce que en fait, il fait contracter à ses enfants et à ses femmes la syphilis. Il a volontairement choisi des prostituées, donc des personnes relativement en dehors de la société à l'époque, et puis des enfants qui n'ont pas leur mot à dire, sans leur demander leur avis. Et là, l'État de Prusse décide de promulguer un décret qui exige désormais un consentement éclairé des sujets de recherche et interdit l'expérimentation scientifique
sur les mineurs et les incapables. Nous sommes exactement en 1892, c'est-à-dire pratiquement 50 ans avant la guerre, le premier pays au monde à mettre au point une législation est la Prusse. Le premier pays à vous comprendre qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi en expérimentation. Alors, Hansen, celui qui découvre la lèpre, lui, il inocule avec des aiguilles. Il met des aiguilles dans des nodules lépreux, puis il les injecte dans les cornets d'une femme pour voir l'évolution de la lèpre. Ça va faire un scandale. Et puis, il y a les découvertes. Il y a les découvertes au début du XXe siècle. Vous connaissez, enfin, fin du XIXe, XXe. Vous avez la fièvre jaune, qui est un gros problème. La fièvre jaune est une maladie à l'époque extrêmement grave. Elle reste toujours une maladie grave. Hein. Il y a une vaccination, mais on ne connaît pas très bien l'origine. On fait parfois l'amalgame avec le palu. On est au moment du percement du canal de Panama, qui a été en fait arrêté à plusieurs reprises à cause de la fièvre jaune qui décimait les populations d'ouvriers. Et alors là, il y a un médecin cubain qui dit, ben voilà, il y a un moustique qui joue un rôle. Alors lui, il va inoculer en fait l'agent responsable responsable du sang en fait, à 104 sujets, dont de jeunes soldats qui ne demandent pas leur avis. Aujourd'hui, si vous allez à Cuba, Joan Finlay est célébré. Il y a des timbres, il y a des places, il y a des rues. Il y a un Italien qui s'appelle Giuseppe Sanarelli qui injecte en fait des cultures de ce germe sur 5 sujets. Et en fait, le gros problème, c'est que jusqu'au jour où Walter Reed, lui, décide d'inoculer en fait du sang de personnes qui avaient été et de faire en fait des expérimentations dans lesquelles il prend des moustiques qui ont été en contact avec du sang avec une personne qui souffrait de fièvre jaune. Il prend ces moustiques, il les met sur le corps de personnes saines pour voir en fait pour démontrer que c'était le moustique qui contaminait les personnes qui étaient le vecteur de la maladie, et il va y réussir. Et donc Walter Reed va devenir une célébrité. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que après, en fait, au procès des médecins de Nuremberg, on va évoquer cette expérimentation en disant c'est un Américain qui a fait cette expérimentation, et lui, on ne l'a pas condamné. Ça sera dans la défense des médecins allemands, mais on le verra. C'est-à-dire que les médecins allemands vont dire mais attendez, nous, ce qu'on fait, on fait des choses qui ont été faites depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on utilise des condamnés à mort et on n'a jamais embêté qui que ce soit. Et puis, en fait, en 1912, alors comme on a du mal à trouver des condamnés aux États-Unis, Strong et Crowell, eux, en 1912, qui sont 2 médecins américains, ils vont aux Philippines et ils réalisent des expérimentations et sur des condamnés à qui ils donnent en compensation des paquets de cigarettes. Et là, on les soumet à des expériences diététiques, c'est-à-dire on fait des expériences pour comprendre l'effet de l'absence d'alimentation et comment se déclenche une maladie qui s'appelle la peulagre, qui est un déficit en vitamine B. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au procès des médecins de Nuremberg, on va poser la question aux médecins allemands. Les avocats de la défense vont dire attendez, Strong a réalisé des expérimentations où on empêche des malades de manger et personne ne leur a dit quoi que ce soit. Donc, vous voyez, ce qui est important dans tout ça, c'est de voir que finalement, il y a à chaque fois des antécédents. Alors, il y a un événement en 1930. Nous sommes 3 ans avant l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. Mais ça doit être important de se rappeler, c'est en 1930, 2 médecins, Deik et Hofstad, donnent à 256 nouveau-nés, c'est-à-dire en fait 84% de tous les nouveau-nés de leur maternité, un vaccin oral contre la tuberculose. Et là, c'est un échec. C'est un vaccin qu'ils ont mis au point E. Et là, 77 enfants décèdent et 131 enfants sur 256 vont contracter une tuberculose clinique sans guérison. Alors, il y a un procès et on dit qu'Hofstad est condamné pour meurtre et pour atteinte corporelle par négligence. Alors, on le condamne à 15 mois de prison et on lui a dit vous avez fait l'erreur majeure d'utiliser un vaccin oral vivant
et de ne pas avoir essayé le vaccin sur des animaux et d'avoir négligé l'observation des enfants, c'est-à-dire de ne pas avoir arrêté l'expérimentation, d'avoir pas été suffisamment attentif. C'est en Allemagne que ça se passe. Donc il y a quand même un état d'esprit, on commence à être dans l'ère de l'expérimentation, et donc en 1931, le 28 février 1931, en Allemagne, à partir de cette affaire de Lübeck, quand vous devenez médecin hospitalier, vous devez signer un ensemble de directives. Vous signez un papier dans lequel vous dites « Je promets, premièrement, de respecter la vie, de faire une évaluation minutieuse des préjudices humains en cas d'expérimentation d'un produit nouveau. Je jure de demander l'accord du patient en prenant des précautions particulières s'il est mineur. Je jure de faire une priorité de l'expérimentation à l'animal et de ne pas profiter de l'infériorité sociale du patient. » Alors, c'est très important à l'époque, mais ça témoigne en fait d'une prise de conscience. Or, quel est le pays qui prend cette directive? Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Allemagne. Pays en avance dans les règles. Et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on est à une période où on commence à avoir des traitements. Il faut comprendre que pendant des milliers d'années, la médecine n'avait pratiquement jamais évolué d'un point de vue thérapeutique, que l'arsenal thérapeutique était limité. Or, à partir du moment où on commençait à avoir des nouveaux traitements, des nouvelles thérapeutiques chirurgicales, là, on était sur la voie de l'expérimentation. Donc, on commençait à se poser de plus en plus de questions. Une chose est sûre, pratiquement tous les médecins accusés au procès des médecins de Nuremberg avaient été amenés avant, au cours de leurs études, lorsqu'ils étaient médecins hospitaliers, à réaliser, à prendre conscience et à connaître ces directives. Alors, je pourrais faire pendant des heures et des heures, mais entre 1930 et 1940, le nombre de publications dans lesquelles il y a des inoculations volontaires sur des patients est phénoménal. C'est aussi bien en Russie. Et alors là, c'est un gros travail que je suis en train de faire. Vous connaissez tous l'hépatite B, l'hépatite A. À l'époque, les hépatites, on appelait ça la jaunisse. Mais on avait du mal à comprendre et à distinguer les différents types d'hépatites. On ne comprenait pas pourquoi certaines se contractaient, c'est-à-dire par voie orale, et pourquoi d'autres se contractaient par voie sexuelle, comme l'hépatite B, ou par voie intraveineuse, comme l'hépatite B. Mais ça posait un problème. Pourquoi vous avez un rapport sexuel avec une personne qui a une hépatite A, pourquoi vous n'avez contracté pas l'hépatite A? Et pourquoi, si vous avez un rapport sexuel avec une personne qui souffre d'hépatite B, vous contractez l'hépatite B? Les gens avaient du mal, puisque c'était la même maladie. Et alors là, j'ai retrouvé ces publications, et là, on prend, je vous donne un exemple, par exemple, là, dans l'étude de Neffel, la deuxième étude, qui est parue dans le Journal Clinical Investigation de 1944, on prend des sérums de patients qui souffrent d'hépatite virale, et puis on les transmet, et on voit que 9 sur 9 patients à qui on a injecté du sérum de patients souffrant d'hépatite souffrent d'hépatite. Là, on prend des selles de patients. Alors, on avait fait un peu le distinguo. On savait que les patients qui avaient une hépatite A avec une hépatite B, le tableau était légèrement différent. Et là, on prend des selles de patients souffrant d'hépatite A et B. On les mélange avec un mixteur avec du lait chocolaté. On les fait boire à des patients. Et en fait, on s'aperçoit que les gens qui ont une hépatite B, aucun des personnes qui ont bu leur sel n'ont l'hépatite B. Ce qui montre, c'est les travaux. Alors que, vous voyez, ceux qui ont une hépatite A, 11 sur 22, 50%, contractent l'hépatite A. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans la voie de l'expérimentation sur des patients qui ne donnent pas leur avis. Donc voilà un petit peu, et c'est 44-45, c'est-à-dire qu'on est dans une période un petit peu complètement floue. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de l'auto-expérimentation. Je vous rappelle que Freud
a fait de l'auto-expérimentation sur lui-même pour évaluer l'effet de la cocaïne, que Curie a voulu, quand il voulait savoir l'effet du radium sur la peau, se fait sur lui-même des expérimentations. Marie Curie, il s'applique sur lui-même du radium, que Moreau de la Tour étudie sur lui-même les effets du hashish, que Fortsman réalise sur lui-même. Pendant longtemps, on faisait des injections intracardiaques. Vous imaginez ce que ça voulait dire. Et lui, en fait, va faire sur lui-même un cathétérisme intracardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'enfoncer une sonde avec un tableau de radioscopie pour voir l'évolution de la sonde jusqu'à son oreillette. Et ce qui va être le début du cathétérisme intracardiaque. Donc, Purkinje étudie sur lui-même l'effet de la digitaline avant de le donner à des gens. Donc en fait, tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde fait de l'auto-expérimentation, c'est de notoriété publique. Et nous sommes en 1935, et en 1935, vous avez une personne qui s'appelle Gerhard Dogmark, qui met au point les sulfamides. Et il raconte, il dit, voilà, il trouve les sulfamides, mais comment l'expérimenter? Et alors, il va prendre sa fille de 7 ans, il raconte, l'enfant se blessa avec une aiguille, je lis le rapport, le 4 décembre 1935, alors qu'elle travaillait à un ouvrage de Noël. Ayant été conduite à la clinique, elle fut opérée et l'aiguille retirée. Au moment de renouveler le pansement, quelques jours après, la main apparut très enflée, la fièvre continuait à monter, bien que tous les points étaient retirés. L'état général et d'abcès s'aggravait au point de nous inquiéter sérieusement. Une nouvelle intervention n'étant plus possible, je priai le chirurgien traitant de m'autoriser à instaurer un traitement par le protonsil après qu'un prélèvement eût révélé la présence de streptocoque. J'introduisais moi-même dans sa bouche les tablettes de protonsil au rubrum. Par une thérapeutique de 3 tablettes 0,3 grammes prolongées, encore quelques jours de guérison fut complète. Et c'est le début du traitement par sulfamide, mais il l'expérimente sur sa fille. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, je dirais que ça, c'est une expérimentation qui se rapproche un petit peu de celle qui a été réalisée par Pasteur sur le petit Joseph Mester. C'est-à-dire que la personne on ne fait rien, elle meurt, on fait quelque chose, ça va. De la même façon que vous connaissez tous ce policeman anglais, c'est la personne sur laquelle on a expérimenté la première fois la pénicilline. Il se rase, il se fait une blessure au visage, il a une staphylococcie maligne de la face, on lui administre de la pénicilline et ça marche. Et ça marche. Mais bon, on n'en a pas assez, alors on essaie de recueillir dans les urines, on le fait pisser, on prend les urines, on filtre les urines, on lui réinjecte, mais malheureusement il meurt. En tout cas, grâce à lui, on a mis au point la pénicilline. Donc on est dans une ère où on commence à avoir des traitements, où on a des tas de questions, et on est en 1940, et c'est ça l'état d'esprit des médecins allemands en 1940. C'est-à-dire que si je vous ai fait ce rappel, c'est pour vous montrer que finalement, voilà où on en est. Et si vous devez retenir, c'est Charles Nicolle, un médecin français, qui dit, on est en 1934, la recherche scientifique est en quelque sorte un jeu. Tout jeu a ses règles. Il ne s'agit point d'arriver par quelque procédé que ce soit au but le premier, il s'agit de remplir les conditions du jeu. Or, celles-ci sont aussi simples que formelles. Et il dit, le vrai péril, c'est qu'une fois entré sur la voie de l'expérimentation, on ne sait où s'arrêter. Et là, c'est une phrase très emblématique parce qu'elle préfigure tout ce qui va arriver dans les 10 années qui vont suivre.